Hello, hello et bienvenue sur la chaîne Investir comme elle. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Emeline. Salut Emeline. Le 30 septembre 93 à Montmorency dans le 95. Dans la Somme, dans le 92 et le 94. Alors, plus locatif, mais je vais pas tarder à passer à l'achat-revente. C'est Business Angel. Je suis plutôt orientée private equity. Voilà. Alors, je dirais que c'est être acteur de la vie autant d'un point de vue économique que social. Puisque tu vas avoir une partie business et une partie sociale, donc puisqu'on va quand même loger des gens. Voilà. Et si tu fais de l'immobilier commercial, tu rejoins le côté business. Personnellement, c'est une force. Je n'ai jamais eu de soucis avec ça. Alors, c'est peut-être aussi parce que ça fait 9 ans que je suis dans l'immobilier et que c'était mon job. Mais ça ne m'a jamais desservi, bien au contraire. Je dirais qu'il faut choisir ses batailles et cash is king. Voilà. Écoute, c'est un plaisir en fait de t'avoir sur la chaîne YouTube aujourd'hui. Et moi, j'ai une question pour toi. Quelles sont ta ou tes activités, parce que je sais que tu es une femme très dynamique. Je suis un peu épuisée. Ouais, en ce moment, je suis dans le jus complet. Donc, je vais vous raconter un peu. Me concernant, donc j'ai un BTS IMO, une licence IMO, un master IMO. Je viens de quitter mon travail récemment, donc j'étais asset manager dans une société de gestion de fonds d'investissement immobilier européen, pur produit de la finance, où je gérais et je faisais les acquisitions en immobilier de santé. Donc ça, j'ai fait ça pendant 3 ans. Et en fait, je me suis mis à investir en 2019 et j'ai dupliqué les investissements. Donc, je vous cache pas que j'avais quand même plusieurs vies en même temps. Une vie pro parce que j'avais un job donc, qui était très prenant avec énormément de déplacements à l'étranger. Plus donc ma vie d'investisseuse, plus il paraît-il que j'ai une vie perso quand même un peu. Donc oui, j'ai tout fait en même temps, ça devenait un peu compliqué. Donc j'ai commencé en 2019. J'ai eu 3 ans d'acquisition complète avec différentes phases. Moi, je travaille en termes de phase d'acquisition, phase de travaux, phase d'acquisition. Parce que j'achète plusieurs en même temps à chaque fois. Je préfère décupler pour que ça aille plus vite. Et donc là, j'ai fini. Je démarre ma nouvelle vie avec 4 acquisitions en même temps, donc 4 fois plus de travaux. Je lance aussi une société en faisant de la formation et une société de marchand de biens et une société d'investissement en fin d'année. Alors, il y en a partout. Voilà. C'est le jeu. Je me complais à être débordée aussi, je pense. J'ai toujours été habituée à travailler dans le stress et dans le jus. Et c'est juste une question de priorité. Après, voilà. Mais c'est ça qui est bon, c'est la vie d'un entrepreneur. Beaucoup de personnes me demandent si je suis rentière. Je peux pas dire ça parce que clairement, j'ai pas le temps d'être entière. Voilà. Pourquoi en fait, qu'est-ce qui t'a motivé au départ? Pourquoi tu as décidé d'investir dans l'immobilier? Car les cordonniers sont pas forcément les plus mal chaussés. Hein. Comme je vous ai dit, je suis dans l'IMO et je passais mon temps à faire des acquisitions sur des gros montants. Je me suis dit, en fait, c'est bien de le faire pour les autres, mais si je pouvais le faire pour moi, ça pourrait être pas mal, en fait. Voilà, je suis dedans, comme je l'ai dit, depuis 9 ans.
Donc, c'est un milieu que j'aime beaucoup. Moi, j'aime ce que j'aime le plus, c'est les travaux en plus. C'est le terrain, j'aime les transfos, tout ça. Donc, ça me semblait tout à fait naturel. Voilà. Et là, aujourd'hui, donc, je sais que tu as un patrimoine qui est quand même assez conséquent. Comment tu as ciblé les secteurs où tu as investi? J'ai pas, pour commencer, j'ai pas vraiment ciblé. Honnêtement, pour vous donner un peu de matière, quand c'était du coup en 2019, moi je sortais d'une rupture compliquée. Je pense qu'on est tous passés par là où tu sais, t'es au bout de ta vie pendant quelques mois, tu n'en peux plus et tu restes chez toi et tu pleures. Et en fait, j'ai une amie qui m'a demandé de l'accompagner parce qu'elle voulait aller visiter un truc. Et bah, comme moi, c'est ce que je faisais dans mon job déjà à l'époque, je lui ai dit, bah ok, je viens avec toi. Et j'ai eu un switch complet où je pense que dans ces moments-là, tu as besoin de fixer ton esprit sur quelque chose de plus positif et quelque chose où ça te prend un peu aux tripes, en fait. Et moi, c'est ce qui s'est passé totalement. J'ai totalement brillé. Ça m'a donné un but. J'ai visité, je sais pas, un lundi et la semaine d'après, moi, j'avais signé 2 compromis pour 15 lots. Voilà. 2 gros immeubles, un 8, un 7, et voilà comme ça s'est fait. Donc, j'ai pas ciblé côté secteur. J'étais plus à l'opportunité, j'ai regardé les chiffres, moi ça tablait et voilà, c'était assez efficace. Alors on a quand même plusieurs stratégies, là où moi c'était pour une strate de cash flow, hein, attention. Si j'avais été directement dans une strate de plus-value en termes de perf value-add, je serais restée en Île-de-France parce qu'en plus bon, c'est plus près de chez moi et c'est là où tu peux aussi faire des grosses perfs rapidement, je dirais. Donc c'est ce que j'ai fait par la suite. Voilà. Okay, donc, tu avais quand même une idée de ta stratégie au départ en disant je vais commencer par du cash flow et quand même prendre des secteurs cohérents avec cette stratégie, quoi, on va dire. Alors, je passe mon temps, en tout cas, je vais passer mon temps à faire des business plans. Okay. Donc, pour moi, c'était assez simple et inné. En fait, je monte mon fichier. Je mets les chiffres dedans. Faut savoir que j'ai absolument aucun affect avec ce type de bien. L'immobilier, moi, c'est bien, mais c'est du business. Donc, je prends les chiffres, je les mets dans le tableau. Si tous mes voyants sont au vert, j'y vais. C'est assez simple et efficace, je dirais. Donc, là, j'avais un univers de chiffres. Ensuite, j'ai fait quand même une étude de marché parce qu'il fallait que je puisse être à l'aise sur le secteur, sur les prix pratiqués, sur l'évolution économique et territoriale. Après, voilà, ça c'est... Je pense que j'ai pas eu besoin, comme pas mal de personnes, de se former avant, où il y a eu vraiment une phase de remise en question, de mindset, où ça a été beaucoup plus lourd, puisque j'ai toujours baigné dedans. Donc, je pense que ça a été une sacrée force et ça m'a permis aussi d'aller plus vite. Du coup, on en a parlé un tout petit peu en intro. Selon toi, est-ce qu'il est plus difficile d'investir quand on est une femme? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Alors, je pense que beaucoup de femmes se font des a priori là-dessus. Et c'est normal parce qu'on est fait pour rentrer dans certaines cases de la société. Et quand on en sort, ça choque. Donc, quand tout le monde te dit qu'une femme n'est pas faite forcément pour investir et que c'est ce que tu vois un peu partout dans le monde, tu te dis que c'est normal. Mais en réalité, pas du tout. Et je peux vous assurer qu'être une femme est une force quand tu le fais bien et quand tu es sûr de toi. Parce que, par contre, si tu fais une boulette, tu vas le prendre en pleine tête. Et ça c'est wanted après. Non, de mon côté, ça n'a vraiment pas été un souci. Au contraire, je pense que les nanas ne se rendent pas compte qu'avec un smile, on obtient beaucoup plus de choses qu'un homme. Nous n'avons pas les mêmes forces. Et moi, j'ai jamais porté un frigo sur mes chantiers, quoi. Mes équipes, elles me laisseraient jamais faire ça, même porter un simple carton. Mais oulala, jamais.
Alors que je pense que si j'avais été un mec, il m'aurait dit, vas-y, va faire la muscu, il n'y a pas de souci. Donc, c'est une force. Vous allez en banque, ça marque quand même quand il y a une femme qui est sûre d'elle, qui a son dossier qui est prêt et qui est dans l'action tout le temps. Ça change du quotidien. Donc, non, moi je pense réellement que c'est une force. Même dans mon travail, alors je ne vous cache pas que on était une vingtaine, j'étais aussi la seule femme en réalité. Et quand je partais en déplacement à l'étranger, eh bien, j'étais aussi la seule femme, car dans la finance, il n'y a pas de femmes. Alors, c'est vrai que c'est des milieux qui attirent moins, je dirais. On est dans les chiffres, dans les discussions, les dîners d'affaires. Mais je pense que c'est aussi un a priori où il faut avoir une certaine forme de confiance en soi qui s'acquiert avec le temps. Pour être transparente avec vous, moi, j'en avais pas au début. Mais tu as deux possibilités. Mon papa, il m'a toujours dit, c'est soit t'es un loup, soit t'es un agneau. Et du coup, je l'ai choisi. Voilà, j'avais pas envie de me faire manger. Et c'est vrai que dans mon secteur, c'était aussi ça. J'ai pas eu le choix, honnêtement. Donc aujourd'hui, si on revient un petit peu sur tes investissements, est-ce que tu les fais seul? Est-ce que tu les fais en association? Comment tu vois le business en fait de ton côté? Alors, du coup, moi, je suis formatée pour l'investissement en société. J'aime cet écosystème de flux. Pour moi, tout ça, ce n'est que des flux que tu transvases d'un côté à de l'autre. Et je vois tout mon patrimoine immobilier comme une entreprise. Je ne fonctionne qu'en termes de business tout le temps. Et c'est marrant, mais ce que je disais la dernière fois sur mon Instagram, moi, quand je me balade dans la rue, je vois pas juste un magasin, je vois juste des concepts et des business, tu vois. Tu te dis, ah ouais, c'est pas mal. Par contre, en termes de masse salariale, c'est un peu important. Donc, je me demande comment est-ce qu'ils ont monté leur truc. Enfin, c'est un autre écosystème. Donc, moi, je suis vraiment côté société. J'ai monté mes boîtes, donc j'ai plusieurs associés différents. J'ai mon père qui a... parce que quand j'ai commencé, je ne pouvais pas monter une société toute seule. Donc, je l'ai pris comme associé dedans. Donc, c'est plutôt un associé dormant, je dirais, qui m'a facilité les démarches administratives, plus qu'autre chose. Ensuite, j'ai un ami aussi qui est un de mes associés sur une de mes colocs. Il voulait mettre le pied dans l'immobilier, je lui faisais confiance parce que c'est un de mes amis d'enfance et je lui dis ok, vas-y, j'ai un projet là qui vient de tomber, donc si tu veux, j'accepte de le faire avec toi. Et en même temps, donc ça l'a formé, ça fait à peu près 2 ans où ça n'a pas été simple pour lui, hein, il a tout découvert dans le milieu et c'est vrai que comme associé, je pense que je peux être plutôt dure. Donc voilà, maintenant il vole de ses propres ailes et il fait ses propres acquisitions et voilà, je lui souhaite que du bonheur. Après, sinon, j'ai des investissements en nom propre que je suis en train de faire actuellement, donc toute seule. J'en ai un que je fais avec mon conjoint, que je passe en résidence principale. Voilà, je dirais que je suis majoritaire sur tous les biens que j'achète, en tout cas. Voilà, enfin, dans mes SCI, tu vois, je suis 99,1 à peu près partout, sauf avec mon associé. Avec mon conjoint, je suis à 50-50, mais sinon, je suis gérante, voilà, je garde la direction des sociétés. C'est quelque chose que je ne partagerai pas. En quelques mots, est-ce que tu peux nous parler de ton premier investissement? Comment est-ce que tu as commencé? Qu'est-ce que c'était? Alors, comme je vous ai dit au tout début, quand je sortais de ma phase un peu casse-pied, donc j'ai signé 2 compromis pour donc un immeuble de 7, un immeuble de 8. En même temps, c'était le même vendeur, donc ça m'a permis de faire une négo de gros, ce qui est de plus simple. Et moi, j'étais à l'aise là-dessus, donc j'ai bien négocié. C'était pas évident parce que c'était un marchand de sommeil et il y avait pas mal de taf. C'était en milieu occupé en plus, donc c'était loué. Il y avait
de toute typologie de locataires. Et bien entendu, le côté marchand de sommeil ne va pas avec des locataires de très grande qualité, malheureusement. Mais voilà, on a les locataires que l'on mérite. Donc j'ai acheté... il s'est passé plein de choses. Et comme ce monsieur était pas très honnête, je dirais, je me suis désistée d'un des immeubles, bien que j'avais fait la négo sur les 2. Donc il y en a un que j'ai gardé, que j'ai validé. Un immeuble de 8 locataires que j'ai acheté, l'acquise, c'était 203 000. En gros, j'ai eu un prêt à 280 000 euros parce qu'il y avait les frais de notaire et les travaux. J'avais à peu près 50 000 euros de travaux. Et je l'ai acheté, il y avait 26 000 euros de loyer. Et en un an, parce qu'en fait, je refaisais au fur et à mesure les appartes. Faut savoir que c'était un peu flippant. Il y en avait un, il était là depuis 10 ans, il avait coupé l'électricité au ciseau. Donc je suis rentrée au flash, tu ouvres la porte, t'as toutes les mouches qui t'arrivent dessus, tu fais « Ah ouais, ok. » Il avait condamné la douche et les toilettes. Il s'était endormi en fumant sur son matelas, du coup ça avait fondu sur le radiateur. C'était une catastrophe. Et je l'ai fait partir. Et après, bah voilà, j'ai beaucoup de gens qui me demandent quand tu as un immeuble avec une population un peu plus à risque, je dirais, parce qu'il y a aussi le risque des paiements des loyers derrière. Hein, comment est-ce que tu fais ? Mais en fait, quand vous faites des travaux petit à petit et que vous faites quelque chose de beau et bien, les locataires vont automatiquement switcher parce ceux qui ont l'habitude de vivre dans quelque chose qui est beaucoup plus délabré, je dirais, ils se sentent plus à l'aise. Donc en fait, ils partent d'eux-mêmes. D'autant plus que moi, j'avais une population plutôt étudiante. Donc il y a un switch et un turnover qui est plus important dessus. Donc en un an, j'avais changé tout l'immeuble. Les travaux étaient faits. Il y a des pièces que j'ai rassemblées pour les agrandir pour que ça soit quand même un peu plus spacieux. Et je suis passée de 26 000 euros à 36 000 euros de loyer en un an. Voilà. Sur une acquisition, je vous dis, j'ai fait un prêt de 280 000 euros. Et là, j'ai fait réestimer l'immeuble. On est à 420 000. Donc, ça m'a valu pas mal de taf. Mais ça paye, hein, c'est toujours pareil. Donc c'était voilà, une première expérience. Bien entendu, je ne vous cache pas que j'ai eu des galères avec les travaux parce que bien sûr, même si je viens du milieu de l'immobilier et que je connais pas mal de trucs, c'est différent entre un milieu pro ou un milieu perso. En plus, ça te touche toi parce que c'est quand même beaucoup plus facile de jouer avec l'argent des autres. Et là, c'était moi où je me suis retrouvée avec une entreprise qui n'était pas très honnête, qui avait même réussi, pour vous donner un petit exemple, à me faire un faux plafond et en me mettant des briques au-dessus des dalles de faux plafond pour qu'elles restent collées sur le support parce que ça tenait pas. Ouais, improbable. Donc voilà, c'est les aléas de la vie. Ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses. Je me suis retrouvée avec une chaudière fioul qui m'a lâché, c'était un chauffage commun pour tout l'immeuble au mois de novembre. Plus locataire, plus d'eau chaude, plus de chauffage. 3 semaines pour refaire tout. Du coup, j'ai tout switché à l'élec, bien entendu, pour... Voilà. Donc, ça m'a aussi décalé dans mes budgets travaux. Enfin, c'est les aléas du début. De toute façon, tu es obligé de passer par là même. Tu peux te former sur 30 000 formations. Ouais. Le terrain, c'est ce qui te fait avancer. Et en plus, ça te permet aussi de te tester quand tu es un peu face au mur et que t'as, je sais pas, 6 personnes qui te disent « Ouais, j'ai pas d'eau chaude !» Et tu te mets à leur place et tu te dis « Ouais, mais moi, je serais encore pire que ça. Moi, je t'harcèle jour et nuit. » tu vois. Donc, c'est le jeu, je dirais. Voilà. Après, c'est que de l'expérience. Il faut apprendre de ses erreurs. Alors, j'avais envie de te demander quelles sont les typologies d'investissement que tu as fait. Donc, tu nous as dit colocation. Est-ce que tu exploites d'autres types de biens ? Alors, celui dont je vous ai parlé, c'était un immeuble de rapport. Okay. Alors oui, je fais du coup immeuble et coloc. Je vais vous faire un petit état du coup. J'ai un immeuble de 8, un immeuble de 4, une coloc de 8, une coloc de 7, une coloc de 6, une coloc de 5. Oui, c'est dégressif.
là, je suis en train de signer 2 appartements en région parisienne que je fais en coloc de 3. Je suis en train de transformer aussi, je signe le mois prochain pour transformer une ruine en 5 logements. Et un gros bâtiment que je transforme en 8 et 2. Donc voilà, je fais un peu de tout. Je ne fais pas du tout de courte durée, sauf l'été. Comme j'ai une population qui est assez étudiante, c'est vrai que l'été, je switch et je fais de la location à la chambre ou pour des stages, etc. Mais je ne fais pas un appart, je sais pas, à Marseille que je loue en location courte durée toute l'année. Voilà, c'est une autre strate que moi, je n'explore pas pour le moment. Et tu loues du nu, du meublé, tu fais les deux, tu mixes? Meublé, bah, c'est vrai que pour les étudiants, je fais du meublé. Hein. C'est quand même plus simple. Après, dans mes projets futurs qui arrivent, oui, je vais faire un peu de nu. Mais majoritairement, oui, à l'heure actuelle, du meublé. Ouais. Donc, si on dézoome sur ton activité dans l'immobilier, qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout? Qu'est-ce que je déteste? Les marathons bancaires. Oh, ça me rend dingue. Vous voyez ma tête, genre, je dors pas en ce moment. Ouais. Tu vas te coucher, il est 3h du matin, tu bosses, on continue. Ouais, les marathons bancaires, moi, c'est ce qui m'épuise réellement. Comme je vous ai dit, je fonctionne en termes de phase d'acquisition. Donc, quand j'ai commencé, j'étais en phase d'acquise. Ensuite, j'ai des grosses phases de travaux. C'est-à-dire que j'ai signé ma première acquisition en août 2019. Ensuite, j'en ai signé 5 en 2020. 2021, je n'ai rien signé parce que j'avais tout en travaux. Donc, je le dis assez souvent, mais il faut choisir ses batailles. Faut pas non plus s'éparpiller parce que même psychologiquement, c'est quand même assez lourd. Donc, tous les travaux en même temps, les phases d'acquise en même temps. Là, tous mes travaux se sont terminés en octobre dernier. Donc là, je suis retournée en phase d'acquisition où j'en ai fait. Donc là, je suis en train de clôturer 4 en même temps. Et donc après, je rentre en phase de travaux. Et après, ça sera une autre aventure puisque je n'ai plus de travail. Donc, je vais basculer sur autre chose. Mais voilà, ce que j'aime pas, c'est les marathons bancaires. Je trouve que c'est fatigant. Voilà. C'est intéressant cette stratégie, c'est la première fois que j'entends ça, cette stratégie de phase d'acquisition, phase de travaux, et tu fais beaucoup d'investissements en même temps, et ensuite tu gères tous tes travaux. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu faisais dans ton job salarié, c'est-à-dire une méthode stratégique de travail, en fait, que tu disais? Alors, moi, comme je dis, je travaillais dans une société de gestion de fonds. Donc, moi, j'étais en gestion d'OPPCI. C'est un fonds à une durée X, par exemple 10 ans. Donc, au début, tu vas avoir une période d'investissement qui peut être jusqu'à à peu près pendant 3 ans. Donc, pendant 3 ans, il faut absolument que tu aies un max de rentrée de flux d'investisseurs X ou Y qui te ramènent de l'argent. Et tu fais aussi la phase d'investissement. Voilà. Mais après, tu la clôtures. Et ton fonds a une durée de vie X et ensuite tu revends la totalité du projet. J'ai été un peu habituée comme ça à travailler par phase. Et en toute franchise, c'est aussi parce que psychologiquement, sinon c'est trop dur. On ne peut pas tout faire en même temps. Et si tu pousses la réflexion, même pour demander un prêt, moi, je me vois pas aller à la banque en disant j'ai 3 biens en travaux, j'ai aucun truc qui tourne, mes sociétés, elles ont pas de résultats, j'ai pas de baux de location à vous filer. Par contre, il me faut 400 000 euros. Ouais, t'es mignonne, mais faut pas déconner, quoi. Donc, il faut que l'écosystème soit cohérent. Cohérent, que t'aies tous tes chiffres, tous les business plans à présenter. Et il faut montrer patte blanche aussi. Comme je l'ai dit, je me vois pas aller en banque avec mes projets pas finis en demandant la suite. Même en termes de garantie, je dirais, si tu te mets à la place de ton interlocuteur, c'est pas le dossier, il est pas tout au vert, quoi. Donc tu vas galérer d'autant plus. Et du coup, tu repars en phase de marathon bancaire plus en phase de travaux. Enfin, tu t'en rajoutes d'autant plus. Et la plupart du temps, les gens n'ont pas encore quitté leur boulot.
Et alors moi, j'ai pas encore d'enfants, mais je pense qu'il y a quand même pas mal d'investisseuses qui sont aussi mamans. Et quand tu dois aussi gérer ta vie perso, gérer les gosses, gérer l'école, gérer ça, les devoirs, voilà. On va prendre du monde, je sais pas, hein, plein de stagiaires, parce que voilà. C'est une question de priorité et de temps. Hormis les marathons bancaires que tu détestes, qu'est-ce que tu adores dans l'IMO? Tout, je pense que c'est une réelle passion pour moi. Ce que j'aime, c'est le montage, la structuration. Comme je t'ai dit, moi, c'est un écosystème de business. Donc, c'est vraiment la structure. Ça, j'adore ça. L'optimisation complète. Et je peux même pas choisir. J'aime trop de trucs. Et deuxièmement, c'est les chantiers. Je préfère... franchement, je préfère aller sur un gros chantier qu'aller faire du shopping, quoi. Je me sens mieux. J'aime trop les matériaux, j'aime les innovations, j'aime l'optimisation des flux. Vous savez, c'est très important. Moi, j'ai pas mal de grosses colocs. Il faut gérer les flux humains, comment les gens vont se croiser, enfin, tout ça. Est-ce que tu as des mentors liés à l'immobilier ou liés au mindset ou d'autres? En IMO, non, pas vraiment. Bien que... en réalité, j'ai été formatée par les expériences que j'ai pu avoir dans mes différents jobs. Donc, je dirais pas que j'ai eu un mentor, je dirais que j'ai eu des expériences. C'est différent. Après, oui, côté, comme je vous ai dit, que moi, c'est plutôt business angel, private equity, c'est mon dada final. Oui, j'ai des personnes de ce côté-là. Il y a des choses qui ne s'apprennent pas. T'as pas un manuel qui te dit ok, tu fais ça, t'appuies là et ça va le faire tout seul. Donc oui, j'ai des personnes que je ne citerai pas, mais qui m'entourent et qui sont extrêmement bienveillants. Comme tu as bien parlé, c'est du côté mentor. C'est pas juste un coach, un formateur. Moi, ce que j'aime dans le côté mentor, c'est t'as une remise en question, t'as une évolution psychologique. Moi, je sais que personnellement, il m'a appris à devenir lucide sur moi-même. Tu sais, c'est des questions simples, mais est-ce que ça, tu le fais pas parce que tu estimes que tu n'en es pas capable, ou est-ce que vraiment parce que ça ne s'intéresse pas? Donc, quand tu te poses les questions, et du coup, ça te fait grandir, et ça te pousse toujours à aller plus loin. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours eu des grosses ambitions, des objectifs très importants. Et malgré ça, j'arrivais à me prendre en pleine face, mais c'est tout. Et tu te dis, attends, c'est vrai ce que tu te dis? Et du coup, je retravaillais dessus, je remontais mon écosystème et j'allais toujours encore plus loin, encore plus loin. Et voilà, pourquoi faire une acquisition si je peux en faire 10 en même temps? Enfin, c'est qu'une question d'organisation, de temps, Et les gens de nos jours n'aiment pas forcément déléguer. Moi, je pense que déléguer, c'est la vie. Si tu ne veux pas déléguer, tu n'avances pas. Il faut savoir compter sur des équipes et des gens. On est tous dans le même bateau en réalité. Quelqu'un que tu vas prendre dans ton équipe, elle va dans le même chemin que toi. Il faut juste... voilà, c'est gérer des troupes. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager croustillante sur le fait que l'immobilier n'est pas de tout repos? Tu nous en as partagé quelques-unes. Si tu devais en choisir une. Le best-of. Alors, je crois quand même celle que je vous ai donnée, elle était pas mal. Elle était pas mal. L'immobilier qui n'est pas de tout repos, ouais, bien sûr. Allez, j'en ai une petite. C'est une colocation, 7 chambres, 7 salles de bain, full package que j'avais fait début 2021, qui a pris plus de temps que prévu. Le maître d'œuvre n'était pas en réalité vraiment maître d'œuvre, puisqu'il était avant gérant d'une société côté prostitution. C'était un voilà, proxénète. Donc c'était pas vraiment un maître d'œuvre. Ça s'est vu sur le chantier d'ailleurs. Et je vous avoue que du coup j'allais sur le chantier toutes les semaines parce que ça n'avançait pas et qu'en fait il gérait très mal ses équipes, et comme il ne les payait pas, les gars ne revenaient pas.
Et à la fin, en fait, il a juste décidé de bloquer mon numéro. Voilà. Donc ça, je pense que c'est une belle anecdote. C'est que tu lances un chantier et le mec qui fait tes travaux bloque ton numéro alors que c'est toi qui le paye. Et ça, j'ai jamais vu ça. C'était assez folklore. C'était un chantier chaotique où je me suis même retrouvée, où il avait posé du lino aux étages, un truc ignoble, où en fait j'ai passé l'aspirateur et le sol est venu avec. Oh putain. Et moi je prends la vidéo et je lui dis mais ça vous perturbe pas quand même Il m'a pas répondu puisqu'il m'avait bloqué. Voilà. Donc c'est une belle petite anecdote, je pense. Pas mal. Ça s'est pas très bien passé et bon, il a fermé la société. Voilà. Ok. Oui. C'est le karma. Pas trop étonnant. Absolument. Super. Tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer, ou même imagine à toi, tes débuts, enfin voilà, quel serait le conseil en or que tu donnerais pour se lancer? Alors, je dirais bon courage. En réalité, je pense qu'il faut être bien accroché quand même. Il faut avoir une force de travail, un dynamisme à toute épreuve. Parce que déjà, les bons deals, il faut quand même qu'on resitue la chose. Ils sont là pour 48 heures. Mais si tu ne te bouges pas, ils disparaissent et il y a quelqu'un d'autre qui va être plus rapide que toi. Donc, il faut apprendre à aller vite, il faut s'exercer pour pouvoir on t'appelle, tu prends les chiffres, tu les mets dans ton tableau, ça passe, ok, tu verrouilles, ça passe pas, never. Mais c'est mieux de verrouiller, il faut quand même se dire qu'on n'est jamais réellement bloqué. Il y a toujours des positions de sortir d'un deal. Donc, il faut mieux y aller, et même si après, il y a des choses qui se passent et vous devez en sortir, voilà, mais il faut le signer. Ensuite, je dirais qu'il faut arrêter de penser que nous sommes des surhommes et qu'on peut tout faire tout seul, car ce n'est pas possible. Savoir s'entourer, c'est la base. Et je vous dis ça en tant que et professionnel dans l'IMO, finance, avant. Et maintenant, oui, il faut prendre un fiscaliste. Oui, il faut prendre des gens qui vont te faire les travaux parce que tu ne vas pas avoir que ça à faire de ta vie, de faire des joints. Il ne faut pas hésiter à avancer. Et quelque chose de très, très important, moi, je fonctionne en termes de partenariat. Les gens ne sont pas des chiens. Donc, arrêtez de penser que vous êtes le roi du monde en disant « moi, je veux ce deal » et non, je vais exploser les honoraires de l'agent IMO. Non, mais en fait, l'agent IMO est censé faire partie de ta team pour la suite. Donc, perso, c'est quelque chose que je ne fais jamais, c'est négocier les honoraires de l'agent IMO. Parce que si tu veux qu'il te rappelle, en fait, tu négocies pas sa com. Il est censé travailler main dans la main avec toi. Donc, c'est très important. Voilà, c'est de s'entourer et d'être aussi bienveillant avec les gens. Avant, personnellement, moi, je passais toujours en force dans mes deals, dans mes relations. Et c'est quelque chose que j'étais, comme je vous ai dit, obligée de faire dans mon travail. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en passant avec finesse et en restant vraiment sur du partenariat gagnant-gagnant tout le temps, j'étais beaucoup plus gagnante. Et après, on te rappelle, et moi je sais que 80 et 70% de mes deals actuels et mes acquisitions se font en off-market parce qu'on m'appelle, on me donne les chiffres et en 2 heures, j'ai donné la réponse. Ouais. Ok, c'est bon, tu verrouilles. Basta. Ensuite, on avance. C'est vrai que j'ai plein de trucs à vous raconter en fait. Mais j'ai monté ma propre équipe technique. Du coup, j'ai pas eu le choix parce que j'ai plein de travaux. Mais dans ces moments-là, moi, j'appelle mon équipe et je leur demande de passer sur place pour aller chiffrer mes travaux alors que j'y suis pas allée. Et ça n'aurait pas pu être possible si j'avais négocié à mort mes travaux parce que du coup, l'entreprise, il n'aurait pas été gagnant. Donc, il serait pas en partenariat avec moi. Et en fait, c'est comme ça pour tout. Le partenariat, c'est extrêmement important dans la vie. C'est, comme je vous dis, on est tous dans le même bateau. Et en fait, la personne qui bosse en face de toi, et elle a besoin de vivre, elle a besoin de manger, elle a des enfants qu'elle doit habiller. Et
Voilà, c'est juste du partenariat. Emeline, merci pour toutes ces informations et puis pour ton parcours qui est vachement intéressant. Je pense que ça va intéresser pas mal de personnes et inspirer pas mal de personnes. Ouais. J'aime beaucoup ton profil parce qu'il est très, très entrepreneur en fait. Oui. Très entrepreneur. Et c'est assez rare de découvrir des personnes qui investissent dans l'immobilier, mais surtout, j'ai envie de dire, qui entreprennent dans l'immobilier. Voilà. Oui, c'est le problème des personnes qui sont dans toujours plus. Je pense que je suis dans ce style de personne-là. C'est toujours plus, c'est que je m'arrête rarement. Parfois, c'est fatigant. Hein. je suis un peu, oui. Moi, j'ai envie de te poser une dernière question quand même. Est-ce que du coup, tu dis, ouais, je suis dans le toujours plus, j'en fais partie de ce type de personne. Est-ce que c'est un problème pour toi? Et comment tu vois l'avenir? Donc, c'est deux questions en fait. Et comment tu vois l'avenir, puisque tu nous parles de Business Angel, c'est quoi ton ambition en fait? C'est quoi? C'est de revendre tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant pour pouvoir faire du cash et investir dans des sociétés et aider d'autres personnes en fait? C'est quoi que tu veux faire? Alors non, parce que si je suis obligée de revendre, ça voudrait dire que je suis obligée de choisir. Et j'ai pas envie de choisir. Je dirais que moi, j'aime automatiser au max. Ça veut dire, comme je t'ai dit, donc j'ai créé des équipes qui bossent avec moi. Comme ça, je n'ai plus vraiment besoin d'aller sur place. Tout est assez organisé. Et ça me prend pas trop de temps. Alors, bien sûr, j'ai des périodes de pic comme tout le monde, hein, mais c'est assez léger. C'est juste développer un patrimoine parce que moi, j'adore ça. Hein. Après, ça reste aussi... Je dirais que c'est pas le but ultime d'avoir juste un patrimoine et de toucher des rentes tous les mois et de me barrer sous les cocotiers. Parce que j'ai pas cette mentalité-là. Je sais qu'au bout de 10 jours, je vais me faire chier comme un rat mort et qu'il faut absolument que je fasse autre chose. C'est le côté hyperactif. Je suis toujours dans la création de valeur au max. J'ai toujours plein d'idées. Je me réveille le matin et je me dis « Ok, je vais faire ça, je vais monter un truc ici. » Je me fatigue parfois, tu vois. Le business angel, parce que c'est aussi pour moi un des piliers qui est très important dans l'investissement, que je maîtrise, je dirais, le moins. Parce que je peux investir donc en crypto, en bourse, en IMO, mais le business angel, c'est beaucoup plus risqué. Ça demande beaucoup plus de compétences, car tu vas rentrer... Moi, je veux pas juste mettre de l'argent et être investisseur de loin. Je veux aussi rentrer au board, à la stratégie et voir la société évoluer dedans. Donc, c'est mettre les mains dedans, tu vois. C'est aller checker les bilans et se dire, ouais, là, il y a un truc qui va pas. Et là, comment vous gérez vos thunes, les gars? Il y a un problème. Donc, on rentre... c'est un peu dans le plus qu'investisseur, tu vois. Ensuite, il y a quand même pas beaucoup de dossiers qui se transforment dans des milliers et des milliers, mais bien que tu aies un risque important, tu peux aussi faire des multiples bien plus énormes qu'en IMO. C'est juste une question de gestion du risque personnel, je pense. Voilà, et comme je te dis que moi j'en veux plus, toujours, c'est aussi pour ça que c'est quelque chose qui m'attire, parce que je ne le maîtrise pas de A à Z, et c'est ce que j'aime bien. Et en réalité, je ne serais pas obligée d'établir juste sur de l'IMO. C'est que je vais pouvoir aller sur des sociétés dans la tech, dans le transport, dans le bâtiment. Quand vous comprenez l'écosystème d'une boîte et comment ça fonctionne en termes de flux, d'optimisation, de compta, que ça reste une boîte. Donc, en fait, tu peux le dupliquer à de multiples échelles. Tu vas avoir des spécificités par secteur, mais... c'est aussi ce qui est intéressant et où là, tu vas apprendre des choses en plus, quoi. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Je me suis peut-être un peu éternisée. En même temps, c'était une question qui était un petit peu globale. Mais oui, j'ai bien saisi. Ok, écoute, merci pour toutes ces informations. Et puis, merci. Je te dis à une prochaine, peut-être sur un événement ou sur une autre vidéo. Ce sera avec plaisir. Oui, sans doute. Avec grand plaisir. À bientôt, Émile. Salut. Merci beaucoup. Salut.